Voilà, je vais demander à Fabrice Le Sachet, le vice-président, porte-parole du MEDEF, vice-président de la commission PME Entrepreneuriat de Business Europe, de venir me rejoindre. Karine Kroos, la directrice exécutive de l'engagement du groupe Carrefour, on va parler aussi concrètement des entreprises. Monique Barbu, la présidente du WWF France, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Et puis Étienne Barrel, le directeur général délégué de la FBF, de venir me rejoindre sur cette scène. Et puis je suis évidemment très heureux, nous sommes très heureux également, très fiers, très honoré d'accueillir par vidéo, par visioconférence, le secrétaire d'État à la chancellerie allemande, Jörg Kukies. Monsieur le secrétaire d'État, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde consacrée donc à la transition numérique et à la transition écologique. Je rappelais les montants gigantesques qui étaient nécessaires. Quel est, monsieur le secrétaire d'État, votre regard sur les besoins de financement et le rôle des banques? Tout à l'heure, l'économiste de Copenhagen Economics nous expliquait que les financements publics n'étaient pas forcément obligatoires, mais quelle est votre vision, notamment du côté allemand, si vous le permettez, sur le financement de ces transitions? Hello, can you hear me and see me? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Okay, very good. Yes, many thanks. Super, formidable. Merci beaucoup de m'avoir invité à la parole aujourd'hui. C'est une question extrêmement pertinente. Nous étions hier à Esbjerg, l'un des capitaux de l'éolienne en Europe, avec le président de la Commission ainsi que des représentants de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, entre autres, pour parler de la génération de l'énergie éolienne. Et en effet, les sommes sont tout à fait mirobolantes. Les pays vont électrifier leur économie avec cette transition majeure en termes de génération d'électricité avec des énergies renouvelables. Aussi, 80% de notre électricité proviendra de cette source d'ici 2030. Nous allons passer d'environ 5 à 600 TWh par année à 800 environ d'ici 5 ou 6 ans et 1600 d'ici la fin des années 2030. Donc il faut renforcer le réseau, il faut construire cette capacité et ça va requérir des milliards et des milliards en financement. Donc le sommet de l'éolienne de la mer Nord avec les 4 premiers ministres et la présidente de la Commission, comme vous venez de le dire, la principale partie de ce financement sera fournie par le secteur privé. Les PDG présents et les chefs de gouvernement présents également l'ont confirmé des deux côtés. Alors, la question de quelles entités dans le secteur privé vont fournir ce financement, cette question se pose. Enfin, le renforcement de l'offre éolienne onshore et offshore va continuer. Aussi, la question de stockage, l'hydrogène verte, les batteries, etc. Ça va continuer. C'est quelque chose que nous appuyons massivement en Allemagne. Nous espérons devenir neutres en termes de carbone d'ici 2025 et l'objectif de défaire tout ce que nous avons fait en termes de consommation des énergies fossiles depuis 250 ans, enfin rétablir la balance en quelque sorte en 25 ans, établir une balance de 250 ans d'héritage d'énergie fossile est un défi majeur. C'est un sujet aussi prenant à cause de ce qui se passe en Ukraine. On passe non seulement des énergies fossiles aux renouvelables, mais nous sommes en train de faire un pas de côté par rapport aux énergies fossiles provenant de la Russie. Et nous avons décidé de façon politique si on y arrive avec les sanctions ou pas, que ce soit réussi ou pas, nous
allons sortir du charbon et du gaz et du pétrole russe. Charbon d'ici le mois d'août, le pétrole d'ici la fin de l'année, le gaz un peu plus compliqué, mais nous attendons atteindre un niveau zéro d'ici 2024. Cela va requérir énormément d'infrastructures. La présidente von der Leyen l'a réitéré lors de sa conférence hier, même si ça paraît contre-intuitif quant au pacte vert. La pipeline TAL va être restructurée. Enfin, il y a beaucoup d'infrastructures à installer et à faire. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre une seconde pour vous poser une autre question? Vous parlez évidemment d'énergie renouvelable et on sait la part importante que ces énergies renouvelables ont dans la transition écologique. Vous parlez évidemment d'éolien, d'énergie éolien, et vous savez qu'il y a un grand plan en France de développement de l'éolien offshore. Vous n'avez pas parlé de photovoltaïque, vous auriez pu aussi parler peut-être d'énergie marémotrice, et vous n'avez pas parlé non plus du tout de l'énergie nucléaire, dont la France, vous le savez, utilise beaucoup, même si en ce moment on a quelques difficultés. Est-ce que l'énergie nucléaire est définitivement éliminée de la transition écologique pour vous? Eh bien, comme vous le savez, l'Allemagne a choisi une voie différente à celle de la France quant au nucléaire. La capacité nucléaire n'est que 4,3 gigawatts. Et le consensus politique nous fait sortir du nucléaire. Donc, les ministères, pour ce qui concerne un prolongement de vie des 3 installations nucléaires restantes, le coût serait extrêmement élevé. Beaucoup de nos experts et de nos entreprises nous disent que même dans les pays où il y a une posture et une infrastructure juridique et publique en faveur du nucléaire, le coût de la production de l'énergie nucléaire est bien supérieur à celle de la production par éolienne, énergie solaire, etc. Donc, nous préférons diversifier nos sources d'énergie. La question de l'intermittence, quand il ne fait pas beau, quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas de vent, ainsi que la question de stockage. Mais il y aura différentes approches. Je donne la parole aussi à nos invités. Monsieur le secrétaire d'État, vous restez bien sûr avec nous et je reviendrai vous poser une ou deux questions. Je veux qu'on parle des entreprises, grâce évidemment à Karine Kroos du groupe Carrefour, mais aussi à Fabrice Le Sachet, avant d'écouter évidemment Monique Barbu pour le WWF. Concrètement, peut-être, comment est-ce que le MEDEF prépare les entreprises, les grandes, parce que bon, je ne vais pas parler de la CPME. La CPME, on n'a pas que les grandes, il y a 95%, 99% de CPME. Parfois, vous challengez un peu. Mais comment le MEDEF prépare ses adhérents à la transition écologique et numérique? Écoutez, tout d'abord, les transitions que vous évoquez, écologiques et numériques, c'est pour nous une question d'innovation. C'est une question d'investissement et donc c'est une question de financement et de capacité de financement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir accès au financement et avoir accès au financement à des coûts compétitifs parce qu'on est dans une compétition mondiale. Et sur ce sujet, ce qui nous intéresse, c'est de regarder à court, moyen et long terme. Lors de cette campagne présidentielle, il y a eu beaucoup le sujet de la décarbonation, et c'est une bonne chose, puisque nous, on porte ce sujet. La France, par ailleurs, n'est pas mauvais élève, parce qu'on diminue nos émissions de CO2 de 2% en moyenne par an. Alors, c'est pas assez par rapport à la trajectoire de neutralité carbone, c'est pas assez. Il faut en faire plus, mais comment on fait plus? Comment on fait plus? Nous, on a décidé d'objectiver les choses. On a commandé une étude à Rexecode. MEDEF est impliqué dans cet institut, qui a été restitué par le président Geoffroy Roux de Bézieux lundi. Et les chiffres sont assez clairs. Si on veut parvenir à la neutralité carbone, il va falloir un choc d'investissement d'à peu près 30-40 milliards d'euros par an, en plus du scénario business as usual, en plus. Ça, c'est pour les entreprises. Pour les particuliers, c'est 20% en plus.
Mais pour les particuliers, il y a aussi la capacité d'amortir certains investissements. Quand on refait ses fenêtres, quand on change sa voiture, on baisse d'une certaine façon ses OPEX. Ce qui n'est pas forcément le cas sur certains investissements matériels d'entreprise. Ça peut l'être, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc, il faut regarder comment on fait. Et sur ce sujet, on a des pistes de solutions. Hein. On va réinventer la roue, baisser les impôts de production pour retrouver une moyenne européenne. D'ailleurs, ce qu'on demande, ça correspond à peu près, c'est un hasard, mais ça correspond à peu près à ce surplus d'investissement qu'on devra faire pour respecter la trajectoire carbone. Maintenant, ce qui nous inquiète quand on regarde le sujet des banques, il y a 2 choses. La première, c'est évidemment d'éviter le collapse des banques. Donc, lorsqu'une banque fait défaut, c'est un problème pour toute l'économie réelle. Bon, les banques sont dans l'économie réelle, mais c'est un problème pour toutes les entreprises. Et donc, le fait qu'il y ait des réglementations, si elles sont raisonnables, proportionnées, discutées avec la profession, n'est pas forcément une mauvaise chose. Là où on a un problème, c'est lorsqu'il y a un effet d'éviction sur le financement réel par une surévaluation des risques. Et ça, on le voit poindre de façon assez phénoménale avec la transposition de Bâle III qui se joue en ce moment. Je prends 4 exemples. Bâle III a été, alors je le dis, je ne suis pas un expert, il n'y a que des experts dans la salle, mais structuré sur certains aspects, j'allais dire sur des modèles nord-américains. Et en aval, on a des sujets, par exemple, sur le marché immobilier. Aux États-Unis, on utilise le concept de mortgage. Ici, en Europe, notamment les banques regardent la solvabilité des personnes, des emprunteurs. C'est un petit peu différent quand même. Et donc, si on ne fait pas ce distinguo, on a un effet d'éviction plus fort parce que notre marché est peut-être moins risqué que le marché nord-américain. Et donc, finalement, on a moins de capacité à avoir du crédit. Autre exemple, les banques, les entreprises non notées. 60% des entreprises sont non notées. Aujourd'hui, dans les discussions européennes, non noté, c'est un peu équivalent à mal noté, alors que c'est pas vrai. Non noté, ça veut pas dire mal noté. On parle des PME. Les PME, justement, elles vont avoir besoin d'accès au financement. Le financement export, on parle beaucoup de déficit de la balance commerciale. Aujourd'hui, on a des vraies raisons ou sujets d'inquiétude technique sur le fait que des créances, on va dire douteuses, qui sont pourtant réassurées à 100% par des organismes publics ou privés, devront être pris en compte dans le bilan des banques, ou en tout cas appelleront un ratio prudentiel, ou je ne sais pas comment faut l'appeler, mais en tout cas, grosso modo, il va falloir garder plus d'argent pour prévoir les mauvais coups. Et donc ça, c'est moins d'argent qui va aux entreprises. Et donc, pour faire court, si on ajoute la taxonomie, qui a quand même comme philosophie sous-jacente de drainer du capital vers le bas carbone, l'objectif est louable, mais dans la pratique, il y a quand même peut-être un facteur de best in class qui va advenir, et donc on va concentrer les capitaux sur ceux qui sont déjà les meilleurs. Donc c'est tous ces sujets qu'on regarde avec beaucoup d'attention. On n'a pas forcément les réponses, et on travaille justement avec le secteur bancaire pour essayer de porter les plaidoyers qui ne sont pas 100% similaires toujours, mais qui se recouvrent et recoupent quand même très fortement. On va voir un exemple précis, Fabrice, avec Karine Kroos, la directrice exécutive de l'engagement du groupe Carrefour. Alors, Carrefour ne plie pas sous la taxonomie verte, justement, mais vous étiez avant chez Veolia, je crois, donc ce sont des sujets que vous connaissez parfaitement. Comment, chez Carrefour, très concrètement, grand groupe de distribution, s'il en est, on met en place, on réfléchit avec un groupe de travail à cette transition verte? Alors, bonjour. Oui, alors comment on y réfléchit? Nous, on essaie de serrer un peu les différents impacts de la transition verte et de voir un peu comment ça nous impacte, avec parfois on fait des choses où ça nécessite un financement, et puis des fois aussi où cette transition verte nous crée de la valeur, pour nous, Carrefour, nous crée des clients, nous crée un petit peu de valeur. Donc le premier impact, c'est sur les produits. Je pense que nous, c'est évidemment évident. Chez Carrefour, on est un distributeur, on vend des produits qui sont impactés par la transition verte. On s'est positionné par exemple sur le marché du bio. Vous avez dû tous le voir, on est devenu le leader du bio. On se positionne par exemple sur les protéines végétales, qui sont une nouvelle alternative qui est très demandée, où là aussi on essaie de prendre une position. Donc ça, pour nous, c'est une transition verte qui quelque part crée de la valeur, parce que si on sait anticiper les tendances, se positionner, on peut créer de la valeur. Après, la révolution verte chez nous, c'est aussi un sujet pour les salariés, évidemment, de former nos salariés. Donc on parlait aussi de la révolution digitale. Nous, on a commencé déjà sur le digital. On a 300 000 salariés chez Carrefour, et on va les former en 3 ans, l'ensemble des salariés, donc y compris les gens en magasin,
au digital. Donc on a 100 000 salariés par an qui se forment et on fait pareil sur la révolution verte. Donc j'aurais peut-être dû commencer par ça. La révolution verte chez nous, on l'a traduite, parce qu'il faut la faire entendre à nos clients, à nos salariés, par un programme qui s'appelle Act for Food, qui est la transition alimentaire pour tous. C'est-à-dire qu'on considère que nous, on aura réussi notre mission si on arrive à garantir un nouveau modèle alimentaire plus vertueux, plus vert justement, et accessible à tous. Donc voilà, donc nous la transition verte, on la série un petit peu. Il y a les produits, il y a les salariés, il y a les magasins qui sont l'équivalent pour les autres entreprises à quelque part de nos infrastructures, de nos assets. Donc là, on est soumis un peu au même sujet que les autres, c'est-à-dire la taxonomie. Nous Carrefour, on n'est pas concernés. En revanche, évidemment, il y a les sujets de neutralité carbone et de biodiversité. On a pris toute une série d'engagements. Donc sur la neutralité carbone, par exemple, on sera totalement neutre sur le e-commerce, parce qu'on voit très bien que le e-commerce, c'est de la logistique, c'est des data centers, donc c'est très très émetteur de gaz à effet de serre. Et sur la biodiversité, où là aussi, on peut avoir un impact assez majeur. Donc voilà, tout ça, c'est des choses. Et puis surtout, nous, ce sur quoi on insiste, c'est que ça révolutionne le mode de fonctionnement de l'entreprise, cette révolution verte. Et c'est là où je pense qu'il y a un lien assez majeur avec les banques et avec nos sujets de discussion aujourd'hui. On parle parfois d'entreprise full RSE. Ça, je pense que c'est encore un peu une utopie. Mais en tout cas, on voit bien qu'en interne, ça modifie toute une série de sujets de gouvernance, de fonctionnement. Et c'est là où c'est utile que nous, corporate, on puisse en parler pour que de l'autre côté, on soit bien compris, puis qu'il y ait une forme d'alignement. Donc quelques exemples. Donc moi, je suis directrice de l'engagement. C'est une création de poste chez Carrefour. C'est l'équivalent d'un poste de Chief Impact Officer dans le monde anglo-saxon. Et l'idée, c'est de réunir toutes les personnes qui travaillent sur l'impact vis-à-vis de nos parties prenantes. Donc la RSE, mais aussi la diversité, l'inclusion, la solidarité, la marque employeur, parce qu'il y a un sujet aussi de recruter des jeunes. Donc voilà, direction de l'engagement, positionnée au COMEX. Donc ça, c'est un sujet de gouvernance, de montrer que ce sujet a voix à part entière avec les autres directions classiques de l'entreprise. Vous êtes en pleine campagne de recrutement, d'ailleurs, en ce moment, avec exactement, sur le métaverse. Voilà, sur le métaverse, exactement. Voilà. Avec un Alexandre Bompard qui donne beaucoup de lui sur ces sujets. Exactement. Une question avant de passer la parole et la réaction de Monique Barbu, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être ce matin avec nous pour le WWF. Il y a des jeunes salariés et il y a des salariés plus âgés, comme dans n'importe quelle entreprise. Souvent, les jeunes générations, Y, Z, appelons-les comme on veut, ne veulent pas seulement un job, mais donner un sens à leur job. Alors, est-ce qu'on peut dire que les jeunes salariés, je ne catégorise pas, je ne stigmatise pas, mais disons les plus jeunes que moi, sont plus sensibles à la question de la transition écologique et digitale, pour ceux qui ne sont pas digital natifs, que les anciens salariés dont j'ai fait partie? Alors, on est convaincu que non. Évidemment, il y a un effet générationnel où les jeunes poussent davantage, on le voit tous. Mais je pense que les salariés un peu plus âgés, ils sont sensibles aussi. Parfois, justement, par l'impact des enfants. En fait, c'est leurs enfants qui sont sensibles à ce sujet, qui leur en parlent. Et justement, en termes de sensibilisation des salariés, on a créé une communauté d'ambassadeurs engagés. Voilà, des ambassadeurs engagés qu'on appelle des super-héros, qui sont des gens qui s'investissent sur les sujets de RSE, vraiment en plus de leurs fonctions. Et on en a partout dans le groupe. On en a vraiment à tous les niveaux hiérarchiques. Et je reviens sur ce sujet, de gouvernance et d'outils. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui changent. Un autre exemple, parce que je suis plutôt dans un public de financiers, c'est la manière dont on se finance. On cherche aussi à se financer de manière verte. C'est pour dire que ça irrigue vraiment toute l'entreprise chez nous. On a émis pour la première fois en mars un Sustainability Link Bond, donc une émission obligataire indexée sur nos indicateurs RSE. Donc on est très content parce qu'elle a bien fonctionné. On a émis 1,5 milliard d'euros. On a été sursouscrit 5 fois avec des indicateurs RSE. Donc là, c'était la lutte anti-gaspillage en magasin et le recyclage des plastiques. Et ceux qui ont souscrit à cette obligation ont une part de risque. C'est-à-dire que si on n'atteint pas nos indicateurs, évidemment, ils auront un rendement plus faible. Donc voilà, là aussi, c'est un exemple parmi d'autres, la rémunération des dirigeants. Maintenant, c'est 20% de notre rémunération du PDG, de toute une série de cadres dirigeants sur la RSE. Donc voilà, c'est vraiment le message de dire que ça infuse totalement le monde de l'entreprise et que c'est important de le comprendre, parce qu'après, c'est comme ça que ça facilite la discussion avec nos différentes parties prenantes. Monique Barbu, alors justement, je vous ai fait un peu attendre, chère madame, parce que je voulais d'abord entendre, j'allais dire la voix du MEDEF, bon bah oui, c'en est une, c'est le porte-parole, et puis un exemple concret d'entreprise avec la directrice de l'engagement, poste créé par le COMEX et Alexandre Bompard chez Carrefour, pour montrer plus qu'un symbole, une volonté. Quel regard vous portez ? Quelle réaction vous avez quand vous entendez les entreprises? Et ensuite, on va évidemment en parler avec Étienne Barrel, quand vous entendez les entreprises se jeter à corps perdu dans la transition écologique et digitale. Bonjour à tous et merci de m'avoir permis aussi d'intervenir ici. Bien sûr, Carrefour, c'est un exemple. Je dirais c'est un très bon élève sur toutes ces questions-là.
Mais je suis, moi, aussi extrêmement sensible au fait que l'activité économique en France, c'est pas uniquement des grandes entreprises. Et c'est comment on amène aussi l'ensemble de l'économie française vers ces questions-là. Je dois dire aussi que je suis un peu troublée par votre façon de présenter les choses, qui est celle de dire la transition écologique, c'est un coût. Non, c'est pas un coût. C'est un investissement. Et aujourd'hui, quand on voit, par exemple, la sécheresse qui se prépare sur cette année, ou quand on voit le coût des inondations, parlez-en avec un certain nombre d'assureurs, le coût, il est lié au changement climatique. Travailler sur des transitions écologiques, c'est des investissements et des opportunités économiques. Pourquoi dit-on aujourd'hui que, en fait, la transition énergétique, on va la financer via le secteur privé, c'est-à-dire via les banques? C'est parce que l'énergie, certes, vous allez payer les investissements, mais il y a ensuite des clients qui vont payer les additions énergétiques. Et donc, ce sont d'autres opportunités qui se créent aujourd'hui grâce à cette transition écologique. Et bien entendu, il faut arriver à amener l'ensemble de l'économie dans cette perspective, et il faut que les banques acceptent de jouer le jeu. Justement, tout à l'heure, on parlait de l'aversion au risque ou pas, en essayant de mieux appréhender les risques, mais aussi les opportunités des marchés qui se créent grâce à une meilleure prise en compte des questions écologiques. Étienne Barrel, oui, Monique Barbu a raison, c'est un financement à trouver, c'est une forme d'investissement, parce que plus tôt on sortira du changement climatique, plus tôt, globalement, ça coûtera moins cher à tout le monde, et y compris à nos enfants qui veulent vivre en bonne santé. Non, mais absolument, je crois que c'est tout le sens de la mobilisation des banques, parce que le rôle d'une banque, quand elle vous finance, c'est de vous donner immédiatement de l'argent pour faire immédiatement cet investissement et d'étaler dans le temps la manière dont c'est remboursé, et donc de vous permettre tout de suite de faire cette transition, même si elle prend du temps. Donc c'est vraiment dans l'état d'esprit que vient d'évoquer Monique Barbu. Les banques se mobilisent avec cet outil de financement pour faire en sorte d'aider leurs clients. Et je crois que le financement est qu'un des 3 volets de cette mobilisation. Je crois que le premier volet, c'est d'écouter. Et écouter ses clients, écouter les parties prenantes, c'est la force, je pense, d'un modèle relationnel. C'est parce que vous êtes dans tous les territoires, avec des PME, avec des citoyens, avec des clients privés, avec des ONG, capables d'entendre quels sont leurs besoins. Et ça, je crois que c'est vraiment un premier point indispensable, c'est ce dialogue. Le deuxième point, après l'écoute, c'est éclairer les clients. C'est de leur donner de la visibilité sur comment ils se situent par rapport à leur secteur. Est-ce que la trajectoire qu'ils nous présentent, c'est une trajectoire crédible? Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie? Est-ce qu'ils ont commencé ce chemin? Ou est-ce qu'ils en sont encore loin? Et ça, c'est le deuxième aspect de cette mobilisation bancaire. Et puis le troisième, c'est le financement. Et le financement, il est essentiel. Et on est très engagé parce qu'on a un rôle important pour que cette transition se passe. Les montants que vous avez cités sont considérables. Si on fait c'est la BCE qui les donne. Absolument. Hein. Et donc nous, on écoute 350 milliards d'euros par an. On écoute toujours la BCE, c'est important. Et donc 450 milliards, il se trouve, quand on fait une petite règle de 3, sur les 10 dernières années, la manière dont les bilans bancaires ont progressé, et c'était une période assez sympathique, justement, grâce à la BCE en termes d'environnement. On a financé à peu près 500 milliards par an en Europe, de plus chaque année. Donc si là, il y a 450 milliards qui n'est pas du business as usual, comme le disait Fabrice, c'est on top of, en remplacement, et avec des choses qui sont très urgentes, eh bien, il faut mobiliser tous ces financements, il faut que tout le monde s'y mette, les États, les marchés, les banques, et nous, on est très déterminés
dans ce sens-là. Alors, avant de retrouver le secrétaire d'État auprès de la chancellerie allemande, Monsieur Kuki, j'aimerais vous poser une question. Monique Barbu, tout à l'heure, disait qu'il y a les grands groupes, et elle vous a décerné une forme de label, en disant c'est un bon élève, Carrefour, mais il y a aussi toutes les petites entreprises. Je rappelais que vous avez un passé entrepreneurial intéressant sur ces questions-là, notamment chez Veolia, avant Carrefour. Alexandre ne m'en voudra pas de reciter l'entreprise d'Antoine Frérot, mais est-ce qu'on a autant à rougir de cela en France? Est-ce qu'on est autant en retard que cela dans l'écosystème de la transition écologique? Ou bien au-delà de l'exemple que représenterait Carrefour, Madame Barbu, finalement on est quand même pas mal placé? Alors ça, en effet, c'est un sujet qui nous tient à cœur, parce qu'évidemment, naturellement, on parle plus de Carrefour, mais Carrefour n'existe pas seul, évidemment, loin de là. On est dans un écosystème avec des fournisseurs, des partenaires, et on a toute une série de dispositifs. Alors évidemment, on a les grands partenaires, quand on parle avec Pepsi, etc., on parle avec des gens qui sont évidemment là encore des corporates, et avec eux, par exemple, on en parlait avec Étienne sur le sujet du Scope 3, qui est un sujet quand même assez majeur. On a créé avec eux une plateforme qui s'appelle 20 mégatonnes. On a réuni quelques partenaires dans l'idée de diminuer évidemment nos émissions de gaz à effet de serre de 20 mégatonnes, et c'est quelque part une forme de condition un peu pour qu'ils continuent à être commercialisés chez nous. Mais là, c'est les grands. Les grands distributeurs, ça, c'est les grands. Ce qui est plus facile. Ils sont capables d'imposer des marges arrière. Est-ce qu'ils sont capables d'imposer une transition écologique à leurs fournisseurs? Ça, c'est les grands. Nous, en revanche, on a une action très forte vis-à-vis des PME, parce qu'en effet, Carrefour n'existe pas tout seul. Et là, on a un pacte justement avec nos fournisseurs. On a aussi des filières qualité Carrefour, par exemple, qu'on connaît assez peu, mais qui ont été créées en 1992, donc ça fait quand même plus de 30 ans, où c'est les produits qui sont labellisés sous cette bannière et qui sont des produits qui sont faits, vous devez connaître ça, vous, Monique, avec des principes d'agroécologie qui étaient assez précurseurs. Et là aussi, pour les producteurs qui ne seraient pas capables d'arriver à ce niveau, on les aide à se convertir à ces nouvelles méthodes d'agroécologie. Donc ça, on a beaucoup de sujets, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas y arriver seul. C'est un sujet d'écosystème. Si nous, on pousse beaucoup en matière de RSE, il faut encore que notre tissu suive. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Monique Barbu, en effet, nous, on est très sensible au fait que la RSE crée de la valeur. En effet, la transition a un coût. Ça, je pense qu'on le voit tous quand on parle de sujet de climat. Mais elle crée aussi beaucoup de valeur. Et nous, ça nous tient vraiment à cœur de le montrer. On a plein d'exemples concrets chez nous où on a fait de la RSE et ça crée de la valeur. Et ça, je pense que c'est aussi un sujet qui change la donne pour embarquer les gens, de montrer que ça crée de la valeur, que ça crée de l'EBITDA, que ça crée de la valeur. Et ça, c'est vraiment un sujet. Et je ne veux pas monopoliser la discussion, mais on a plein d'exemples en interne où ça crée de la valeur. Monique Barbu, c'est un écosystème qui a sa valeur, celle d'avoir un grand groupe, par exemple, Carrefour, mais il y en a plein d'autres, qui peuvent embarquer justement leurs fournisseurs, ou Fabrice aussi, cette question s'adresse à vous. Mais est-ce que vous êtes convaincu par cette démarche, Monique Barbu? Alors, la démarche comme ça, elle paraît extrêmement attirante. J'ai vu dans ma carrière, sur un certain nombre d'années, quand même un certain nombre aussi d'effets perverses. Par exemple? Par exemple... mettez bien le micro devant vous, pardonnez-moi. Par exemple, des entreprises qui prennent des engagements extrêmement importants et qui les imposent à leurs fournisseurs. Je pense en particulier à un certain nombre de fournisseurs dans des pays en développement qui ne sont pas capables de suivre. Et donc, de deux choses l'une, si on impose ce type d'obligation, il faut que l'entreprise aille jusqu'au bout de la démarche et qu'elle soit là pour l'accompagner. C'est pas de faire sortir du marché beaucoup d'entreprises. Alors, ça se passe certainement en France. Moi, j'ai été confronté à ça dans le passé, beaucoup dans les pays du Sud. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Et je suis sûr qu'un certain nombre d'ONG regarderont ce genre de choses avec beaucoup d'attention, parce que ça ne doit pas être de l'éviction de tout un tissu économique dans le même temps. On retrouve dans quelques minutes le secrétaire d'État, M. Cookies, mais juste, Fabrice Sachet, oui, Monique Barbu n'a pas tort, ou a raison, ou les deux, parce que c'est une chose de dire à ses consommateurs regardez, je verdis ma production, mais de ne pas aller vérifier dans les pays qu'on dit en développement. À l'époque de Samir Amin, on appelait ça les pays sous-développés. L'échange inégal, de ne pas aller voir si l'entreprise en question vérifie bien que tout ça est fait de manière
écologique, voire même morale et sociale. Je ne suis pas très adepte en fait de la classification du tissu économique, grandes entreprises, PME, start-up, ETI, sur la question de la décarbonation, parce qu'on voit qu'il y a des PME qui ont des modèles d'affaires 100% fondés sur la transition écologique, des jeunes pousses qui se sont créés il y a 2 ans, donc je ne suis pas sûr qu'il faille raisonner par taille d'entreprise. Par contre, il y a une réalité. Et c'est ce qui m'importe et c'est ce qui m'intéresse moi dans cette table ronde, c'est la capacité des entreprises à absorber du financement, à avoir du financement disponible auprès des banques. Et excusez-moi d'être obsessionnel, parce que la volonté, beaucoup de chefs d'entreprise l'ont, d'aller vers la décarbonation. Et effectivement, ils perçoivent cette décarbonation comme une zone d'opportunité. McKinsey a fait une étude, 60% des technologies disponibles pour atteindre la neutralité carbone existent, mais il n'y a pas forcément aujourd'hui le plan d'affaires qui est viable. Et une partie du plan d'affaires, c'est la massification. La massification, c'est qu'il faut passer à l'échelle. Et encore une fois, j'insiste, le financement. Et on ne peut pas se dire que dans notre pays, à chaque fois qu'on a besoin de financement mastodontique, on fait des plans publics, France Relance, etc. etc. Alors c'est utile, hein, parce que par exemple, sur les grands postes émetteurs, par exemple à ArcelorMittal à Dunkerque, il y a 300 ou 400 millions portés notamment par de la subvention, il faut le dire d'une certaine façon, qui vont permettre d'électrifier les hauts fourneaux. Donc on sait très bien sur le territoire national où on a des gros postes d'émission, et il y a un travail conséquent qui est fait. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit le secteur privé bancaire et qui a tout à fait la capacité de le faire. Mais pour ça, il faut qu'il y ait au niveau européen des normes, et j'en parle parce que c'est maintenant que ça se joue. On parle de juin, on parle de novembre. Si j'en crois les chiffres de Maya, et je ne doute pas qu'ils soient vrais, c'est 40 à 50 milliards d'euros la transposition de Basel III, de Bâle III telle que faite aujourd'hui, d'éviction si on prend l'effet de levier, parce qu'il y a l'effet de levier derrière. L'effet de levier, si on considère que c'est 7, 8, 9 fois, c'est énorme à l'échelle européenne ce qu'on pourrait perdre là-dessus. Et vous parliez de 70 milliards. 70 milliards. Ouais, mais alors, je divise toujours par un petit peu le chiffre. En tout cas, ça a un impact sur les liquidités des entreprises pour investir et pour financer la transition écologique. Si on considère qu'en France, c'est quoi, 1000 milliards le financement des entreprises, on est quasiment à ça avec l'effet de levier. Donc on ne parle pas d'un sujet qui est de paille, là. On parle vraiment de choses énormes. Après, vous dites, dans les pays en développement, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? C'est devoir de vigilance, c'est reporting. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que transformer les PME en organes administratifs qui passent 30% ou 20% parce qu'il y a des études qualitatives et qui ont des coûts cachés parce qu'ils doivent prendre des auditeurs, faire des bilans carbone, remplir des questionnaires, faire du reporting. Vous parliez pour le coup là de grands groupes ou de PME, il y a une vraie différence. Il y a une capacité humaine à le faire et la normalisation des données qui est on peut externaliser aussi les fonctions support. Oui, mais c'est un coût. Oui, bien sûr, mais c'est un coût. Et donc pour les PME, nous, ce qu'on avait proposé lors de la crise Covid, c'était aussi un PGE vert. Alors bon, PGE, c'est un mécanisme public. Mais en tout cas, ce qu'on voulait dire par ça, c'est qu'il faut des mécanismes facilement identifiés de chefs d'entreprise PME, peut-être fléchés sur ces questions-là. La volonté est là, mais encore une fois, voilà, c'est une question d'accès au financement. Oui, j'aimerais qu'on retrouve maintenant Jörg Kukies, le secrétaire d'État à la chancellerie allemande. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Merci beaucoup de suivre ces débats. Je voulais vous poser 2 questions, monsieur le secrétaire d'État. La première, comment, avec toute cette réglementation, le financement est possible de ces investissements lourds, investissements, Monique Barbu, je dis maintenant, dans la transition écologique et dans la transition digitale. Et puis comment, monsieur le secrétaire d'État, nonobstant la situation budgétaire de l'Allemagne, vous voyez ce mix de financement entre banques et pouvoir public? Oui, bien entendu, nous nous penchons sur un certain nombre de changements de réglementation qui vont avoir un impact sur les investisseurs potentiels dans le cadre de la transition de nos économies, plus particulièrement les compagnies d'assurance et les banques. Nous suivons le BAL 3 et Solvabilité 2, les discussions qui sont associées. Il y a eu une initiative, lorsque j'étais toujours au ministère des Finances, entre les ministères de la Finance
instances de finances, France et Allemagne et Bâle III, et je pense que la Commission a pris ça en considération dans sa proposition législative. Et par conséquent, ce que nous entendons maintenant de la part des banques et des gestionnaires de patrimoine et des fonds de pension et des sociétés d'assurance, elles veulent s'engager avec nous dans l'investissement de la transition des énergies renouvelables. Maintenant, le sujet des ESG est très populaire parmi les investisseurs, et ce que nous faisons ici avec les énergies renouvelables va directement. En fait, nous allons dans cette direction, et la nouvelle taxonomie a été très claire en la matière. La seule, les véritables sources vertes, c'est les énergies renouvelables. Et voilà, c'est un domaine dans lequel la réglementation nous aide. Nous poussons les choses ici dans le Green Deal, par exemple, concernant le projet international, les intérêts européens, l'hydrogène vert. Eh bien, on le promeut encore plus ici dans les droits de concurrence. Nous devons prendre en considération que dans certains domaines de production alternative, et plus particulièrement le stockage, la viabilité économique n'a toujours pas été atteinte, et nous devons définir le modèle tel que nous avons réalisé avec l'éolien, où le gouvernement doit apporter des subventions. Mais bon, voilà, elles font comme neige au soleil, et avec les projets éoliens qui ont été mis en œuvre en mer Noire, en mer du Nord, pardon. Eh bien, on n'a plus besoin de subventions, et le secteur privé le finance maintenant de façon totalement indépendante, sans aide gouvernementale. En ce qui concerne l'hydrogène, on n'en est pas encore là, et on compte sur la Commission pour qu'elle puisse travailler de façon très rapide pour mettre en place un cadre pour promouvoir l'hydrogène et les investissements qui sont afférents, plus particulièrement l'hydrogène vert. Étienne Barrel, sur le financement des transitions écologiques et digitales, les banques françaises sont armées, sont bien disposées et vont faire le job en dépit des sujets de réglementation dont on parle. Elles vont faire plus que le job. Non, je crois que les banques françaises, ce qu'elles veulent, c'est être leader. C'est vraiment se positionner comme leader de cette transition. Et je crois qu'elles le sont. Et on parlera de l'interaction avec la réglementation, mais je crois que l'état d'esprit, c'est d'être leader parce que, comme on le décrivait, il y a un écosystème français qui aspire au leadership dans cette transition. Et il faut qu'on l'accompagne en étant nous-mêmes au bon niveau là. Et je crois que les preuves que l'on peut donner sont très simples. Les banques françaises ont été les premières à sortir de secteurs qui ne faisaient pas partie de la transition. Et elles ont décidé, par exemple, de sortir du charbon. Le financement du charbon, elles ont dit, il y a maintenant plusieurs années, qu'elles ne financeraient plus aucune extraction de charbon thermique et transformation. Et donc, on mesure après année, parce que quand on prend des engagements, il faut les mesurer, combien il reste encore dans les portefeuilles qui s'éteignent au fur et à mesure. Il y a 2 ans, c'était 2,5 milliards. Il y a 1 an, 2,2 milliards. Cette année, on verra combien c'est. C'est très faible. Et ça arrivera à 0,0. Ensuite, c'est qu'est-ce que l'on met comme énergie supplémentaire, à l'inverse, dans ce qui fait partie de la transition. Alors on va commencer par ce qui est le plus vert, par exemple les énergies renouvelables. Où est-ce que l'on en est? Le secrétaire d'État Cookies en a parlé. Nous sommes les leaders européens en France, donc du financement des énergies renouvelables, quelle qu'elle soit l'endroit en Europe. Et là, on ne parle plus de 2 milliards, on parle de 40 milliards par an qui sont financés par les banques françaises. Et là, ce n'est pas en décroissance lente, c'est en augmentation rapide. On est à des rythmes entre 15 et 20% d'augmentation par an là-dessus. Donc ça, je crois que c'est un positionnement important de leader, mais c'est pas tout. Barrel, ouais. Pardonnez juste mon esprit en escalier, et après je vous laisse continuer. Mais je vous en prie. On parle d'énergie renouvelable, de photovoltaïque, d'éolien, mais par définition, ces techniques-là, on les importe. C'est des choses qu'on achète. Les photovoltaïques, on sait que les panneaux viennent plutôt de Chine, vous voyez. Le secrétaire d'État, évidemment, parle beaucoup d'éolien parce que ça vient plutôt d'Allemagne. Mais tout ça, ça creuse aussi le déficit de la balance commerciale. Est-ce qu'on peut, votre regard de banquier, à la fois évidemment être leader dans ces énergies renouvelables et en même temps avoir en tête que, d'une certaine manière, puisque pour l'instant ces techniques on ne les possède pas en France, ça pose un problème à l'économie française? Alors, je pense que nous, notre rôle, il est double. Il est à la fois d'aider
les entreprises françaises et européennes à être plus fortes et plus compétitives. Et ça, c'est essentiel pour effectivement avoir cette base industrielle importante sur notre territoire. Et je crois que c'est un élément important de la compétitivité que d'avoir en quantité et en coût et en manière de financer ce qu'il faut. Et c'est un élément essentiel que l'on doit apporter et que la réglementation doit continuer à nous apporter. Et ensuite, il faut, quel que soit, avec un regard agnostique sur d'où viennent les choses, faire en sorte que cette transition se place. Et c'est là où il y a un triangle, je pense, important entre les banques, les clients et les pouvoirs publics. Et le rôle des pouvoirs publics est très important dans cette transition. Et c'est pour ça aussi que je saisis l'occasion pour en parler. Il faut que ce triangle fonctionne et que chacun prenne ses responsabilités. Il y a des choses où c'est aux pouvoirs publics qui ont un mandat politique d'éclairer les choix, voire d'édicter la norme et de décider ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. C'est à nous, banques, de challenger nos clients, voire les pouvoirs publics, mais on ne peut pas se substituer. Sur la transition écologique, pardonnez-moi, je reviens un peu à la charge, avec le même type de question que je viens de poser à Étienne Barrel. Les énergies renouvelables, formidables, moins de CO2, bon, très bien, décarbonation, parfait, bon, tout ça, c'est Leibniz, c'est le monde parfait dans un univers parfait, mais toutes ces techniques, on les importe, donc en fait, on détruit aussi de l'emploi avant d'en créer avec cette transition écologique. Alors, c'est pas complètement juste. Et moi, je me souviens qu'il y a un certain nombre d'années, la France avait, par exemple, sur le photovoltaïque, un certain nombre d'entreprises. Oui, on était en avance. Oui. Mais on a créé le Minitel aussi, si vous vous souvenez. Oui, ok. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, pour moi, c'est de l'opportunité. Okay. C'est de l'investissement et des emplois Exactement. Qui vont être détruits, mais qui vont en voir d'autres créés. Exactement. Vous parliez de l'éolien. Moi, je pense aux entreprises Germa, enfin, bon, qui étaient quand même de la technologie française, Vernier. Enfin, donc, ça existe aussi. Et ben, ça veut dire qu'on va mettre plus d'argent sur ce type d'entreprise aujourd'hui qu'on ne l'a fait dans le passé. Quelque part, entre parenthèses, c'est aussi le nucléaire qui a été une forme d'éviction de tous ces énergéticiens. Oui, c'est une façon de voir les choses. D'éviction ou au contraire d'indépendance. D'accord, mais si on le met sur le secteur, pourquoi n'y a-t-il pas bien sûr. Parce que l'énergie a tout blasté, enfin, si j'ose dire. Exactement. A empêché le développement d'autres énergies. Exactement. Bon. Fabrice, vous n'êtes pas d'accord? Mais moi, j'ai pas fini. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Je voulais quand même juste, par rapport aux banques, dire que c'est vrai que, dans notre analyse, au sortir des accords de Paris, la place de Paris, elle était leader au niveau mondial sur un certain nombre de choses. Je note aussi que toutes les banques françaises ont rejoint le Net Zero Alliance. Oui, le Net Zero Banking Alliance. Et dans le Glasgow machin, enfin bon. Glasgow Neutral Financial Alliance. D'accord, ce qui veut dire pas de financement à l'horizon 2050 d'énergie fossile. Oui. Pardon, je dis juste un mot de ce que vient de dire Monique, et j'en profite. C'est très important ce qu'elle dit. Je vous donne la parole, madame. Oui. Étienne Barrel, allez-y. Pardon, rapidement. Rapidement pour dire qu'il y a le règlement, mais il y a les démarches volontaires des banques et les démarches volontaires d'entreprises. Et ces démarches volontaires, elles ont un sens parce qu'elles sont mondiales et internationales. Et la Net Zero Banking Alliance, c'est maintenant plusieurs dizaines de banques, et on n'est pas loin de 100, dans le monde qui se sont engagées à être neutres à 2050. Mais neutres à 2050, c'est pas juste neutre à 2050, c'est qu'est-ce que vous faites en 2025, qu'est-ce que vous faites en 2030, et donc qu'est-ce que vous faites décider dès maintenant pour être là. Voilà, c'est un point important. Alors, tout ça, c'est juste et ça doit être véritablement remarqué. Et franchement, c'est effectivement bien de voir des engagements volontaires de cette importance. Nous, on note simplement qu'aujourd'hui, ce sont les banques qui indiquent, mais qu'on n'a aucune méthodologie commune. Donc, on ne sait pas exactement
comment chacun calcule son affaire, et en tout cas, ça peut être calculé de façon très différente. Deuxièmement, on note aussi que malgré tout, si on prend le financement des énergies fossiles dans le monde, 4 des plus grandes banques françaises sont dans les 30 plus gros financeurs des énergies fossiles depuis les accords de Paris. Donc c'est vrai que d'un côté, il n'y a plus de charbon, on ne finance plus de charbon, mais ça ne veut pas dire que toutes les énergies fossiles sont sorties du financement. Et que donc, on attend des banques un engagement plus important sur cette question-là. Et on attend aussi des banques qu'il n'y ait pas simplement, si vous voulez, que la question du financement des énergies, mais aussi des autres secteurs d'activité. On pense au ciment, on pense à l'acier, on pense à l'automobile, pour lesquels on aimerait avoir des engagements et des trajectoires. C'est clair. Étienne Barrel, peut-être un mot sur ce sujet ? Mais je crois qu'il y a 2 éléments très importants. Un, c'est les questions de méthodologie, et 2, c'est les questions de secteur au-delà de l'énergie. Et les 2 se rejoignent, bien entendu. Et là, les banques ont un rôle très important sur ces méthodologies. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise, vous n'allez pas arriver voir votre banquier en disant « Tiens, j'ai calculé mon chiffre d'affaires selon cette méthodologie-là parce que moi, je fais comme ça pour mon chiffre d'affaires. » Puis l'autre qui vient avec « Tiens, moi, le résultat, je vais vous le calculer comme ça. » Voilà, il n'y a qu'une méthodologie, il n'y a qu'un set de données et ça fonctionne très bien. Il faut arriver à la même chose sur l'extra-financier. Et donc, au sein de la FBF, on travaille avec toutes les banques en commun pour définir quelle méthodologie on va retenir, à la fois pour la photo, aujourd'hui, combien de CO2 nos prêts entraînent d'émissions, mais aussi sur la trajectoire, c'est-à-dire, pour dire que c'est le réveil et qu'il n'y a plus beaucoup de temps pour arriver à la neutralité carbone. Donc, et aussi sur donc cette trajectoire, pour dire c'est très important qu'on ait les mêmes bases de départ, les mêmes indicateurs et les secteurs les plus émissifs qui sont couverts. Et donc on a décidé de faire en sorte que, en rejoignant la Net Zero Banking Alliance, on définisse ensemble les secteurs les plus émissifs et qu'on vérifie que les entreprises restent dans la trajectoire qui permet d'atteindre cette neutralité carbone. Et le ciment en est un, la construction de manière plus générale, le caractère automobile, mobilité, l'énergie, tout cela est couvert et je crois que c'est très important d'avoir à la fois donc cette question de données homogènes et que les banques soient là pour aider à les traiter de la meilleure manière. Oui, alors il nous reste 10 minutes. J'aimerais qu'on dise un mot quand même de la transition digitale, parce qu'on parle beaucoup de transition écologique. Alors celle-ci, elle est très importante évidemment, mais digitale, ça engage aussi beaucoup de gens. Concrètement, Karine, chez Carrefour, vous parliez de ces 300 000 collaborateurs, monde, hein, oui, monde, qui sont sensibilisés, qui sont formés à la transition digitale. Très concrètement, c'est quoi? C'est des formations extérieures? C'est une sensibilisation? Comment ça se passe? C'est des formations extérieures donc, qui vont avoir lieu bientôt. Et puis là aussi, ça irrigue toute l'entreprise. C'est pour reprendre le sujet de la finance verte, de la transition verte. Le digital peut beaucoup aider. Nous, par exemple, avec la blockchain, on essaie de faire de l'identification évidemment de nos matières premières. Si vous allez acheter du coton bio chez Carrefour, vous pouvez scanner pour voir où est-ce qu'il a été produit, etc. Donc je pense que nous, vraiment, on conçoit ça un peu comme la révolution verte, vraiment comme quelque chose de très central dans l'entreprise. Et pour revenir sur ce sujet, pardon, je m'éloigne un peu du digital. Sur ce sujet de l'écosystème, je pense qu'on ne mesure pas parfois suffisamment notre chance d'avoir un écosystème malgré tout très favorable en France sur la transition verte. On a parlé des pouvoirs publics, on a quand même toute une série d'incitations. La loi Pacte, c'était quand même pas rien. Oui. Il n'y a pas beaucoup de pays européens ou de pays dans le monde qui se sont interrogés sur à quoi sert une entreprise, quelle est sa raison d'être. On a les banques, où après évidemment c'est un vaste débat, mais qui se mobilisent quand même. On a plein de corporates comme Carrefour et plein d'autres qu'on voit, j'allais dire L'Oréal par exemple, qui se mobilisent beaucoup. Et puis moi qui suis une ancienne de Veolia, on a aussi le sujet des gens qui nous accompagnent. Veolia et Suez, on a quand même les deux champions de la transformation écologique qui
qui sont français. Donc je pense qu'il y a une vraie spécificité française qui n'en font plus qu'un. Enfin, il y a toujours le nouveau Suez. Mais on a vraiment un écosystème qui, à mon sens, est quand même assez rare en Europe et dans le monde où il y a autant de gens qui pensent la transition verte, qui essayent de la faire avec évidemment des hauts et des bas, des choses qui n'avancent pas assez vite. Mais je pense que ça, c'est vraiment un point à souligner. Fabrice Sachet, transition digitale, MEDEF. Moi, j'aimerais bien revenir sur le nucléaire, mais vous allez voir, il y a un lien. Il y a un lien avec le digital. Il y a un lien avec le digital parce que la 5G qui est en train de se déployer. On avait sur cette scène hier un général de gendarmerie cybersécurité qui nous expliquait qu'il y avait 4 à 5 000 interactions par jour avec les objets connectés, avec nos montres, avec nos téléphones, etc. Et tout ça génère une demande de consommation énergétique absolument phénoménale. Et donc, j'en viens au nucléaire parce que c'est pivot et parce que c'est l'actualité qui nous préoccupe au plus haut point. En juin, il y a un acte délégué qui repasse au Parlement européen. Vous savez que, je crois qu'on peut le dire comme ça, il y a un combat pour intégrer le nucléaire dans cette taxonomie. Et c'est aussi un point méthodologique. Si on veut réussir la décarbonation, on ne peut pas être idéologique. Il faut choisir les meilleures technologies disponibles. Et je ne peux pas laisser dire ici que le nucléaire est quelque chose dans lequel on a beaucoup investi en France. Il y a eu un sous-investissement pendant des années, chronique. On a pris une décision de réinvestir que nous, on a soutenu très fortement parce qu'il y a une expertise qui se perdait en France. Je rappelle qu'il y a quand même 200 000 emplois industriels dans le nucléaire. Quand je parlais de Dunkerque tout à l'heure, on ne va pas électrifier les hauts fourneaux avec des éoliennes. C'est Gravelines à côté dans lequel on réinvestit. On fait aussi les éoliennes offshore et c'est très bien. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on ferme le nucléaire? Parce que, effectivement, on a l'exemple allemand à côté. Le facteur d'émission CO2 du réseau électrique français, je crois de mémoire qu'il est 10 fois moins élevé que celui allemand. Oui. 10 fois moins. Oui, et puis mais la question du retraitement des déchets, il y a maintenant des. Mais on parle de décarbonation. Oui, bien sûr, vous avez raison. On parle de CO2. Mais il faut savoir de quoi. Quel est l'objectif? Quelle est l'urgence? Quel est l'objectif? Ce que disait Monique Barbus, sans vouloir travestir la pensée, c'est que peut-être qu'en développant un parc nucléaire de qualité dont on peut se féliciter pour l'indépendance énergétique française, on a peut-être sous-investi. Parce que je faisais une remarque tout à l'heure sur le fait qu'on importait du photovoltaïque, qu'on importait de l'éolien, qu'on n'était pas super non plus dans les techniques marémotrices d'énergie. Peut-être qu'on a sous-estimé l'investissement dans ces énergies renouvelables, contrairement aux Allemands qui ont embrassé assez rapidement les Grünen, eux, parce qu'on avait un parc nucléaire important, bien sûr. Qui augmente leurs émissions. Juste pour aller au bout de l'idée, j'en ai pour une minute, on passe aussi d'une dépendance à une autre. Parce que quand on fait une accélération aussi rapide, nous, on n'est pas contre les énergies renouvelables. C'est juste. On s'ouvre notamment au gaz et on voit aussi les résultats qu'il y a. Donc, il faut aussi laisser chaque pays suivre sa voie à partir du moment où l'objectif est la décarbonation. Je voulais juste, on va arrêter sur la transition écologique, mais juste vous parler de digital quand même. Oui, la transition digitale, si je peux me permettre. Un mot, parce qu'on parle aussi beaucoup de désert numérique en France. Alors, c'est bien de parler de transition digitale et de l'accompagner. 125 milliards d'euros par an en Europe chaque année pour assurer cette transition digitale, mais il y a aussi tout ce qu'on pourrait regarder directement dans notre beau pays. Vous êtes présidente de WWF France. Oui. Alors, pour nous, c'est extrêmement important cette révolution du digital, dans la mesure où ce qui manque, pour parler aussi de transition écologique, et moi je ne parle pas uniquement de transition, je dirais, énergétique, c'est donc un certain nombre d'autres secteurs qui sont concernés, c'est des données. Et je pense par exemple aux questions de déforestation. Il va y avoir bientôt, normalement, un acte européen sur tout ce qui concerne la déforestation importée. Et clairement, comment peut-on suivre ce genre de choses si nous n'avons pas des données fiables, satellisées et digitalisées pour que justement chacun ait bien conscience de l'étendue, si vous voulez, des terres qu'on veut geler aux questions d'importation, si vous voulez, pour voir les fraudes, pour essayer de faire des analyses, si vous voulez, de l'ensemble de ces données. Et donc, quelque part, si on veut intégrer de façon fine
les questions environnementales et en particulier les questions liées à la biodiversité dans l'ensemble des analyses qu'on va faire, il va falloir coupler ça avec une révolution aussi sur le numérique et l'économie du digital. Un mot peut-être sur les données, Fabrice, quand même. Oui, c'est un sujet. Là, vous êtes prompt à répondre à la question. Mais parce que la question des données, ça intéresse les entreprises, ça intéresse le MEDEF. La question des données, que ce soit digitale ou transition écologique, c'est un vrai sujet. Oui, c'est un sujet parce que les données se monétisent, ça devient une commodité, il y a une réglementation. C'est un business. Bien sûr, oui. On utilise des données pour mieux connaître ses clients, pour vendre des produits et services, mais là, c'est des généralités que j'indique. Non, nous, sur les données, c'est encore une fois le dosage. Je pense que la question du dosage et du discernement est extrêmement importante dans la régulation. On comprend qu'il faut protéger les consommateurs, qu'il faut protéger les données personnelles, mais en même temps, si on veut faire de l'IA, il y a certains pays qui pratiquent l'IA à grande échelle. On ne souhaite pas avoir aussi peu de réglementation qu'eux. Mais si on veut pratiquer l'IA, il faut aussi avoir des masses de données très importantes. Il faut qu'on puisse traiter la donnée. Donc, il faut trouver la maille entre une certaine flexibilité et la réglementation. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on regarde sur tous les textes. L'intelligence artificielle, c'est aussi des questions d'éthique. Oui, c'est des questions d'éthique et on a en France des agences gouvernementales ou des agences nationales et de temps en temps c'est un peu compliqué. Je prends un exemple concret. Lorsqu'il y a eu la crise du Covid, une des propositions qu'on avait faites, c'était d'envoyer des SMS par les compagnies privées de téléphone. Ça a été impossible parce qu'on nous a dit protection des données, complexité, etc. Alors qu'on était vraiment dans une période très complexe où cette action de relance pour télécharger l'application anti-Covid semblait être du bon sens. Donc on voit qu'il y a quand même une tension entre réglementation et volonté d'avancer rapidement de temps en temps. Étienne Barrel, juste un petit mot sur ce sujet des données. Comment les banques appréhendent cette affaire? Je crois que les banques appréhendent ça comme étant un enjeu essentiel pour bien dialoguer avec leurs clients. Je vais reprendre l'exemple de ce qui se passe dans le domaine financier. Quand les banques ont besoin pour décider d'un crédit, quelle est la bonne santé de leurs clients, tout l'échange des données financières se fait de manière très fluide. Et il y a une autre voie qui est moins fluide et les clients entreprises connaissent ça. C'est un processus qui s'appelle le Know Your Customer, KYC, qui en général est un peu compliqué parce que ça, on l'a justement pas très bien normalisé, pas très bien défini, et donc les banques demandent à peu près 4 fois la même chose selon des formats différents. Et je suis sûr que Fabrice ou Karine voient de quoi je veux parler. Il ne faut pas qu'on tombe de ce côté-là, c'est-à-dire que souvent quand on a une exigence immédiate, on va tout de suite essayer de le résoudre et on oublie toute cette question d'urbanisation, de process et d'industrialisation qui est indispensable parce que demain, nous aurons besoin de ces données extra-financières comme nous avons besoin des données financières. Et il faut donc qu'on imagine dès à présent la manière dont, pour les clients, ce sera très simple, très fluide, et donc pour les banques, on pourra les accompagner au mieux. Voilà, pour clore cette table ronde, j'aimerais qu'on rejoigne une dernière fois le secrétaire d'État Cookies, qui est en direct avec nous. Monsieur le secrétaire d'État, juste une question. Je disais tout à l'heure que l'Allemagne avait embrassé très tôt les Grünen. Donc on se dit, l'Allemagne est en avance sur la transition écologique depuis longtemps. Ça a été une bonne chose ou une mauvaise chose que l'Allemagne embrasse il y a longtemps, il y a des années, les Grünen? Là, on ne vous entend pas, donc la réponse doit être intéressante. Est-ce que vous m'entendez, monsieur le secrétaire d'État? Est-ce que vous pouvez reprendre votre réponse? Oui. Voilà, merci beaucoup. Oui, je vais recommencer. Je ne pense pas que l'énergie renouvelable ait de couleur politique. En fait, nous sommes en train de la renforcer, de la reconstruire avec un consensus de toutes les parties politiques en Allemagne. Et je pense que c'est quelque chose qui a aussi tout le soutien de l'industrie. Il y a eu une étude de 330 pages par l'équivalent allemand de la MEDEF, la Fédération de l'industrie allemande,
qui précise que, en effet, le secteur public et les secteurs privés avancent ensemble, en lockstep, comme on dit, dans ce sens. Je voulais juste toucher un mot sur la numérique, le numérique. Je pense que c'est un domaine de collaboration entre la France et l'Allemagne. Nous avons lancé le CHIPS Act. Il est extrêmement important pour les semi-conducteurs quand on lance des actions. Il s'agit d'un actif stratégique. Intel a décidé d'investir 330 milliards un mois après le lancement de chipsets, et une bonne partie de cela ira à l'Allemagne et à la France. Donc ça va avec tout ce que l'on fait dans le numérique pour les startups aussi. Donc ça vaut aussi le coup de mentionner que Bruno Le Maire et Christina Lindner ont signé un accord pour travailler ensemble pour promouvoir les startups de façon générale et la fintech. Dankeschön, auf Wiedersehen, Monsieur le secrétaire d'État.